Donc Pierre Calfon, moi je suis en charge chez CSC de ce qu'on appelle la transformation digitale, qui vise en fait à accompagner les organisations à bien appréhender finalement quel est l'impact du digital sur l'expérience que j'ai avec mes clients donc en externe, sur le développement de nouvelles offres de produits et services, mais également sur le fonctionnement interne dans l'entreprise au niveau de ses processus, aussi bien opérationnels que de support. J'ai commencé en fait j'ai demandé à mon fils en fait qui a 13 ans d'aller me chercher sur internet des trucs autour du dialogue et de la relation client. C'est ce qui m'a sorti, donc je voulais mettre tel quel et je le trouve assez intéressant. Le premier, donc c'est une citation d'Honoré de Balzac. Alors à l'époque, je crois que Karl Marx devait avoir 17 ans, d'après ce que disait Hervé tout à l'heure. Le deuxième, que j'aime bien aussi, est de Céline. Donc lui, il met vraiment en avant le côté le client est content parce qu'on s'occupe de lui. Il quitte sa boulangerie ou sa pâtisserie ravi parce que on lui a souri. Le troisième, je pense qu'il met relativement en exergue les problématiques de rapidité. Et je l'aime beaucoup, parce qu'elle est assez vraie. Et la quatrième, elle est quand même moins glamour, parce que bon, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon, c'est plus récent, c'est plus tendance, évidemment. Mais effectivement, il explique bien le côté, le dialogue, c'est pas simplement une relation one-to-one entre l'entreprise et son client, mais de plus en plus, avec le développement du communautaire, on va vers des choses qui sont beaucoup plus importantes, où finalement la portée, l'audience que peut avoir un client vis-à-vis de sa communauté est beaucoup plus importante, au-delà simplement de sa sphère familiale ou amicale. Je vais commencer par une petite vidéo dont j'espère qu'elle fonctionne, qui vise en fait à relater les 30 dernières années en matière de relations clients. Le baromètre Intimité Client analyse les tendances des directions marketing, commerciales, distribution et relations clients. Pour comprendre ces mutations, les décrypter, rien de mieux qu'un flashback sur les 30 dernières années. Assurément, 30 années décisives. Les années 1980 ont revisité l'intimité client avec les premiers pas de la segmentation. On a ensuite multiplié les efforts pour mieux identifier ses clients. Puis pour mieux personnaliser la relation. Plus récemment, nous sommes entrés dans l'ère du hub relationnel, où l'entreprise devient le chef d'orchestre d'une relation qu'elle a parfois du mal à maîtriser. Ces 30 années ont également été marquées par des ruptures technologiques qui ont amplifié et accéléré les usages et tendances en matière d'intimité client. 1983-2013, résumé en images des épisodes précédents.
fasse cette vidéo, en général, dans la salle, j'ai deux populations. J'ai ceux qui disent, c'est quoi les gros talkie-walkie du début? Et puis il y a ceux qui disent, oh, un Minitel. Et en fait, c'est à peu près ça aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, on peut considérer qu'on est passé par 4 étapes en matière de relations et dialogue client. La première étape, c'était années 80, on va dire, on est sur du mass market. On est sur des segments qui sont très homogènes. On est sur des logiques on a peu d'interactions clients, on n'a pas de temps réel, et on est sur du média de masse. Donc il n'y a pas de TNT, il n'y a pas de chaîne privée. Pour écrire à Danone, il faut aller voir sur le pot de Blédina l'adresse du service consommateur, et c'est à ce moment-là qu'on peut entrer en relation avec l'entreprise. On est vraiment dans une relation où c'est l'entreprise qui maîtrise la relation, qui bat le tempo et qui décide quand est-ce qu'elle entre ou non en relation avec le client. Les opérateurs télécoms ont bouleversé le marché dans les années 90. On a commencé à identifier les clients. On savait que c'était Hervé Mat, on savait que c'était un homme, on lui disait monsieur, on n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, on ne savait pas quoi lui raconter, mais on lui disait bonjour Hervé. Et les opérateurs télécoms, ça a beaucoup aussi, ça a été le développement des centres d'appel, donc développement du canal téléphonique, donc on n'a plus besoin simplement d'écrire, on peut téléphoner pour entrer en relation avec l'entreprise. On commence à avoir une relation client, mais qui est très orientée réclamation, service après-vente. Donc quand on appelle l'entreprise, c'est pour râler. On n'est pas content du produit, on n'est pas content du service. Et puis c'est également le début des produits configurables. On commence un peu à configurer les produits. La troisième étape, qui est un peu une prolongation de la seconde, c'est qu'on a commencé à personnaliser la relation. C'est-à-dire qu'on savait que c'était Hervé, on savait ce qui l'intéressait, on savait ce qu'il achetait, on pouvait lui faire des propositions. Et on était toujours, malgré tout, dans une relation, je dirais, full duplex. On était vraiment dans une relation bunivoque entre le client et l'entreprise. On a commencé à personnaliser les produits et les services, mais vu interne de l'entreprise, je choisis ma couleur, je choisis mes options. On commence à parler de profilage client, donc on est moins dans du mass. Il y a le développement des nouveaux canaux numériques, le web et puis ultérieurement le développement des canaux plus, on va dire, de devices en mobilité. Et le temps réel se développe. C'est-à-dire qu'on va commencer à dire, si je fais du marketing, ce n'est pas simplement a posteriori, après avoir fait du scoring, du ciblage, mais je vais pouvoir en temps réel commencer à interagir avec mes clients pour leur proposer, alors que l'appel entrant, par exemple, est un appel où le client réclame, je vais en profiter pour lui fourguer un nouveau forfait téléphonique avec du SMS+, dans le même type de transaction, parce que le système permet de le faire. Et on est aujourd'hui dans un système que je comparais à un aéroport. Vous donniez l'exemple de tout à l'heure, lorsque je prends l'avion, finalement, l'aéroport de Paris est relativement transparent. Et pourtant, s'il n'était pas là, je ne pourrais pas prendre l'avion. Et en fait, la notion de web relationnel, c'est le fait de dire l'entreprise, elle n'est plus forcément au cœur des échanges qu'elle a avec ses clients, mais elle doit voir de quelle manière elle peut les animer de manière intelligente et comment est-ce qu'elle peut finalement s'effacer derrière ce que la communauté raconte autour d'elle. Et une grosse partie, la grosse différence par rapport aux époques de personnalisation, c'est que l'entreprise, elle n'a plus la main. C'est un chef d'orchestre relationnel, mais par contre, elle n'a plus du tout la main sur la relation qu'elle peut avoir avec ses clients. Et elle l'a de moins en moins. Et elle essaie progressivement de la reprendre. Donc c'est le perte de monopole de la relation, c'est le développement des médias sociaux, à la fois des médias chauds et puis des médias un peu plus froids. C'est le développement du cross-canal. J'aime pas trop le terme de multicanal. Le multicanal, pour moi, il ramène ça aux années 2000. Le multicanal, pour moi, c'était une entreprise qui ne sait pas trop comment interagir avec ses clients, va lui proposer toutes les offres sur tous les canaux à la fois, surtout sur des canaux qui ne se parlent pas entre eux. C'est-à-dire, c'est pas parce que je dis à mon client, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez passer dans une boutique, que je fais réellement de la cross-canalité. Parce que si quand il m'appelle et qu'il me pose une question, et que quand il repasse en boutique, il veut continuer sa transaction et que moi je ne sais pas la reprendre là où elle s'arrêtait, ça c'est pas du multicanal, c'est de l'empilement de coûts. La cross-canalité, c'est l'interopérabilité de tout ça. Et c'est le fait de, quand on parle d'une expérience client qui doit être totalement transparente pour le client, ça veut dire qu'à chacune des étapes, on en reparlera après, le client, l'entreprise doit être en capacité de se nourrir de ce qui s'est passé précédemment pour pouvoir aller plus loin avec son client. Et tout ça, il y a eu des accélérateurs de tendance, il y en aura d'autres. Bon, il y a eu le web, il y a eu Internet, il y a eu les fournisseurs d'accès Internet. Il y a eu énormément de choses autour de la mobilité, donc qui est beaucoup passé non plus par les canaux mais par les devices, puisqu'en fait on parle de cross-canalité, mais ce que les entreprises commencent à intégrer maintenant, c'est le fait de dire j'ai des canaux mais j'ai aussi des devices. C'est-à-dire qu'un mobile, un smartphone, ce n'est pas un canal. C'est qu'un smartphone, je peux téléphoner sur le canal, je peux aller dans une boutique, flasher un QR code et avoir de l'information complémentaire sur un produit donné. Je peux également
tweeter ou chatter. Donc on n'est plus sur des problématiques de device, et donc on a tout un enjeu autour de la mobilité et de la localisation de mes clients, c'est-à-dire comment est-ce que je vais être capable d'interagir en 24/24, 7/7 avec eux, quel que soit le lieu dans lequel ils se situent. Et auparavant, on en parlera tout à l'heure, le client avait des parcours de consommation qui étaient extrêmement normés. Alors les entreprises baptisaient ce qu'on appelait des personnés, donc voilà, Pierre, 47 ans, cadre, etc. Ben, voilà comment il doit se comporter. Il doit s'informer sur Internet, il doit appeler un call center pour se rassurer, il doit ensuite passer dans une boutique. Et si Pierre il ne suivait pas son parcours d'achat, on lui disait mais c'est très mal en fait, parce qu'on ne vous a pas modélisé comme ça. Donc vous ne devez pas faire ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qui a apporté la cross-canalité, c'est qu'on sait où le client rentre, si tant est qu'on puisse identifier, et après, on n'a strictement aucune idée de comment est-ce qu'il va se comporter sur les différentes façons d'interagir avec l'entreprise. Et la grande difficulté, elle est là. Ce qui a amené en fait cette révolution à la fois digitale, mais également une forme de globalisation, alors qui est rendue possible par le digital, et le fait également qu'on a, et je rebondis sur ce que disait Maria tout à l'heure, sur le fait que le client a envie d'interagir avec la marque, pour une raison très simple, c'est qu'il n'a plus confiance ni dans le politique ni dans l'économique, qu'il n'y comprend strictement rien, et que la seule entité avec laquelle il est en relation, et avec laquelle finalement il a le droit de donner son avis, et quand il donne son avis, des fois ça réagit en face, alors qu'au niveau économique et politique, ça réagit de plus en plus rarement, il faut être honnête, c'est l'entreprise. Et donc on voit depuis quelques années un retour aux marques phares, aux marques fortes, qui sont rassurantes pour les clients. Et en fait, le client, lui, se dit, si finalement un tiers aujourd'hui des tweets concernent des entreprises, c'est énorme. Et ce que l'on voit, c'est que le comportement des clients sur ce type de médias dans la relation à l'entreprise, elle est relativement similaire à la relation qu'ils ont avec la communauté. Et ce qui est paradoxal, c'est que sur du tweet ou sur des médias sociaux où un médianote va entrer en relation avec une boîte, il va plutôt avoir tendance à dire du bien que du mal. Alors on va toujours trouver les 10, 15, 20% de gens qui râlent, mais il a au même titre qu'en comportement individuel, il va plutôt utiliser ces médias-là pour se faire du bien. Je suis allé au ciné, c'était super, je suis allé acheter une nouvelle robe, je fais la photo, je vous la montre, etc. Donc il va plutôt utiliser ça pour se faire du bien. La relation qu'il a avec les entreprises sur ce type de médias est relativement similaire. Alors ce que je voulais dire sur l'aspect dialogue, c'est le fait de dire que les entreprises ont eu beaucoup tendance à saucissonner les manières d'entrer en relation et la manière de dialoguer avec leurs clients. Donc il y avait vraiment une étape commerciale qui était de dire le client rentre dans mon magasin et en gros j'ai un vendeur qui va le choper et il faut absolument qu'il reparte avec quelque chose. Ça peut être un canapé, ça peut être une télévision, ça peut être un ordinateur, peu importe ce dont il a réellement besoin. Par contre, je suis vendeur, donc mon job c'est de vendre. Et on disait tout le reste finalement c'est pas très intéressant et pour que le client vienne dans mon magasin, il y avait des marketeurs, alors en plus on est dans un système marketing français qui est assez jacobin, c'est-à-dire que c'est des penseurs très parisiens, qui ne sont pas toujours, alors je ne sais pas s'il y a des marketeurs dans ça, j'imagine que oui, mais je le dis quand même, qui sont finalement assez peu proches du terrain, donc qui ont un peu tendance souvent à voir les clients dans les bases de données et pas forcément dans les magasins. Et donc on avait des marketeurs très intelligents en amont qui faisaient en sorte de rabattre du trafic et d'amener des gens dans les magasins. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, l'expérience client, enfin le dialogue en matière d'expérience client, il doit intervenir à 3 niveaux. Il y a ce que j'appelle l'expérience client relationnelle, commerciale et opérationnelle. L'expérience client relationnelle, c'est ce qui fait que les efforts que vous allez mener vont contribuer à créer une préférence, d'une part pour la marque, et d'autre part, à stimuler, à satisfaire le marché. On va faire en sorte que les gens viennent chez moi. Et ça permet également de développer la valeur client. On va parler de marketing client, on va parler de fidélisation, on va parler de connaissance et de reconnaissance. Alors en plus, les nouvelles technologies de l'information via le big data offrent des perspectives extrêmement intéressantes, même si paradoxalement, elles remettent les marketeurs sur le grill, puisque depuis 2008, les marketeurs ne sont plus trop les stars des COMEX. C'est plutôt les directeurs financiers, paradoxalement, qui ont été les stars des COMEX. Et ils ont eu tendance à revenir un peu stars du COMEX en disant, mais en fait, on a plein de moyens d'interagir avec nos clients, on a plein de moyens de les connaître. Comme les DAF sont en général des gens intelligents, ils leur disent, ben, écoutez, très bien, mais avant de me dire que vous voulez qu'on construise des usines à données absolument exceptionnelles, vous allez d'abord me dire ce que vous voulez en faire. Puis quand vous aurez répondu à la deuxième question, on pourra aborder la première. Et donc hop, ils ont remis le singe sur l'épaule, donc ils sont arrivés avec un singe, ils sont repartis avec 2. Et donc ils ont aujourd'hui une assez forte pression pour dire, finalement, c'est super d'avoir plein de données, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est quoi finalement la finalité de l'exploitation de ces données-là? La deuxième expérience client, elle est commerciale. Et là, elle est vraiment dans l'acte transactionnel.
qu'on est vraiment sur du cycle de vente et l'objectif de nouer un dialogue avec le client en l'écoutant beaucoup plus qu'auparavant. Donc j'étais assez d'accord avec Hervé, enfin, je suis souvent d'ailleurs assez d'accord avec Hervé. Ça te rassure aussi, donc c'est bien. Le fait de dire que ce n'est pas un rapport de force. Ce n'est pas le commercial voiture qui doit absolument pousser le produit, etc. Il faut écouter. Et le client, de toute façon, il est de plus en plus intelligent. Et quand on dit que le client a repris le pouvoir depuis quelques années, ça fait 15 ans que je fais du marketing et du CRM, ça fait 15 ans qu'on a dans toutes les slides qu'on présente au COMEX, le client a repris le pouvoir. Je pense que dans les faits, ça fait 2-3 ans qu'il a réellement repris le pouvoir et qu'il décide de ce qu'il fait. Bon. Et la troisième partie qui est très importante et qui est souvent oubliée, parce qu'on considère que ce n'est pas du marketing ou ce n'est pas du CRM, c'est finalement comment est-ce que le client il va utiliser le produit, il va le consommer. Si je prends l'exemple ferroviaire, qui est un exemple assez parlant pour ça, je vais avoir tout un tas d'opérations que je vais pouvoir mener pour stimuler mon marché, je vais lancer des nouvelles offres, des nouvelles desserts, des nouveaux tarifs, je vais mettre en place des programmes de fidélité, etc. Très bien. Donc là, je stimule le marché, je fais en sorte de l'animer. Puis à un moment donné, on va acheter son billet. Mais finalement, dans ce type de business où il y a une décorrélation très forte entre l'acte commercial et la consommation en tant que telle, le fait d'acheter ce billet, ça doit être fluide, ça doit être assez simple, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez bien vous rappeler de votre voyage en TGV. C'est-à-dire, si la transaction commerciale, elle est très simple, mais que votre TGV il a 4 heures de retard, vous allez plutôt vous rappeler qu'il avait 4 heures de retard, plutôt que de vous dire que la transaction était compliquée. Si elle était simple. Si par contre, la transaction commerciale n'est pas super top, mais qu'au final, on vous accueille en gare, vous avez un agent de contrôle à bord qui est plutôt sympa, qui avec en plus sa tablette mobile vous reconnaît et vous dit « Bonjour monsieur Matt, tenez, je vois effectivement qu'au cours des 3 derniers voyages, vous avez eu pas mal de retard, donc on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Ben, si vous voulez, je vous offre un café au bar, etc. etc. » Qui fait qu'à l'arrivée, vous avez un taxi Exois ou un Allocab qui vous ramène chez vous pour un prix forfaitaire, etc. Là, vous allez vous en rappeler. Et toute cette expérience client qui est, pour moi, du domaine de l'opérationnel, elle devient de plus en plus importante. Et aujourd'hui, on voit un déport de cette notion de relation et de dialogue client, des étapes relativement amont, qui étaient plutôt des étapes de stimulation de marché, à des étapes d'expérience même du produit. Et on le voit d'ailleurs, quand on parle d'expérience client aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire la différence entre qu'est-ce qui est du domaine du produit, du client et qu'est-ce qui est du domaine de l'offre. C'est-à-dire qu'avant, on disait, voilà, donc il y a le marketing produit, marketing client, etc. Aujourd'hui, c'est vachement plus compliqué qu'avant parce que le produit en tant que tel, il contribue énormément à l'expérience. Et une grosse partie des produits ou des services qui sont lancés aujourd'hui sont des services qui sont notamment liés au numérique et qui vont notamment contribuer à fluidifier l'expérience que le client a avec la marque. Le jour où la SNCF lance finalement la notion de porte-à-porte en disant, dans une même transaction, vous pouvez réserver au-delà de votre billet de train, le taxi qui va vous amener de votre point de départ, de votre domicile jusqu'à la gare, c'est du service ou c'est de l'expérience client? Ce n'est pas de l'offre. Donc aujourd'hui, on a une espèce de fusion entre des notions de marketing client et de marketing produit, et le sujet il est beaucoup plus poreux qu'auparavant. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est le fait de dire, à l'heure où on ne peut plus parler, enfin on ne peut plus, on va dire, ouvrir la radio, la télé, etc., sans entendre parler de digitalisation, de numérique, de transformation, etc., je pense que l'humain, il reste clé au cœur du dispositif. C'est-à-dire que sans humain, ça ne marche pas. On mène tous les ans une enquête au niveau européen avec la Sofres sur une centaine de dirigeants des fonctions marketing commercial et services clients dans 6 pays européens. Et il y a une question qu'on pose toujours, qui est quelle est selon vous l'évolution du rôle de l'humain? Quelle évolution du rôle de l'humain anticipez-vous dans le développement du dialogue client? Et ça donne ça depuis 2011. Donc ce qui est en rouge, c'est l'humain va beaucoup se développer. Ce qui est en bleu, c'est que ça va totalement disparaître, et ça n'a jamais été très important. Ce qui est en violet ici, c'est le fait que ça va être relativement hétérogène en fonction des étapes de mon parcours. Et puis en vert, en fait, c'est qu'on va rester relativement stable par rapport à aujourd'hui. Les 3 constats qu'on fait, c'est que d'abord l'humain, il est super important. Et on voit qu'il y a une appétence forte des clients vis-à-vis des entreprises qui proposent de la relation humaine, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit dans une boutique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser, mais ça veut dire qu'ils sont rassurés de savoir qu'en cas de problème, il y a quelqu'un derrière. Si mon canapé lit ou si ma machine à laver se casse, j'ai quelqu'un que je peux appeler qui peut éventuellement m'aider à la réparer. Si je ne sais pas utiliser mon ordinateur,
je vais pouvoir me rendre dans une boutique ou appeler quelqu'un, ou aller éventuellement sur un forum, où quelqu'un va prendre en charge ma demande et mon besoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les entreprises ont compris que le comportement du client, il n'était plus du tout modélisable comme avant. Et donc, on a un rééquilibrage entre chaque étape de l'expérience client sur les différents canaux et digitaux et les canaux humains. Et le troisième point, c'est qu'en 2013, ça a un peu tendance à se stabiliser. C'est-à-dire qu'en 2011, tout le monde disait le digital, le digital, le digital. Très bien. Il s'avère que progressivement, comme tout nouveau média, on était en haut du cycle hype. On revient maintenant, on considère que ce média est un élément du mix. Les devices font partie du mix, mais elles y font partie au même titre que le reste. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, personne ne croyait au drive. C'est-à-dire que quand les premiers drives ont été créés, les gens disaient « mais qu'est-ce que c'est bête, je vais faire mes courses sur Internet et je vais aller les chercher dans le magasin. Mais ils vont me livrer. » Et aujourd'hui, on a plus de 1000 drives et ça marche très bien. Surtout en période de crise d'ailleurs. Donc le comportement du client qui est de dire je suis totalement dématérialisé ou je suis totalement physique, c'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'équilibre et c'est ça que les entreprises ont souvent du mal à trouver. Mais le dialogue humain reste clé dans l'intégralité de la relation. Pardon ? C'est quoi le code couleur ? Le code couleur, eh ben, le rouge, c'est fort développement. Le vert, c'est stabilité par rapport à aujourd'hui. Le violet, c'est hétérogénéité. Le bleu, c'est disparition progressive. Et le orange, c'est ne sait pas. J'avais peu de place, donc je ne l'ai pas mis à côté. Voilà. Quand on parle de dialogue et de relation client, il y a 8 caractéristiques. Enfin, il y en a 8, on pourra en trouver 10 ou 6, un peu important. Enfin, les consultants, ils aiment bien dire il y a 3 boîtes, il y a 4 machins, etc. On fait avec. Je ne vais pas vous les passer tous. Le premier sujet, c'est que faire de la relation client et du dialogue client, c'est être capable d'avoir une organisation très décentralisée. Et ce que disait Maria est exactement dans le sujet. C'est-à-dire que c'est les points de contact qui sont importants. Et le côté jacobin, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'une direction générale, un COMEX, doit être en capacité de faire confiance à ses équipes qui voient les clients au quotidien, notamment dans les entreprises à réseau, qui ont des réseaux de distribution ou de diffusion, que ceci soit direct ou indirect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la notion de marketing de l'attention. Les gens, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux. Ils aiment bien qu'on les appelle par leur nom. Et ils aiment bien qu'on leur montre des signes d'attention. J'ai le souvenir d'un opérateur ferroviaire qui, à la fin du repas en première, offrait un petit chocolat. Alors, des fois, c'était un chocolat, des fois, c'était un spéculoos. Donc, vous trouverez assez vite quel est l'opérateur. Et ils ont supprimé le petit chocolat. Et ben, vous ne vous imaginez pas le nombre de courriers qu'ils ont reçus. Mais ce n'était pas les secrétaires qui écrivaient. Hein. C'était en disant, il faut remettre le chocolat. Donc, ils ont remis le chocolat. Et donc, ça veut dire que le marketing de l'attention, le fait de proposer éventuellement ou des cadeaux inattendus ou des attentions, etc., des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas, c'est super important aujourd'hui, surtout en période de crise, surtout en période où toute la journée, on dit aux gens, ça ne va pas, c'est la crise, c'est la cata, etc. Une entreprise qui est en capacité de vous surprendre, mais de manière intelligente, ça a énormément de valeur. Troisième point, c'est la notion d'attitude de service, et elle est très importante, notamment sur des secteurs d'activité où la chaîne de valeur est assez compliquée pour le client. Je prends l'exemple du transport, je prends l'exemple, par exemple, de la distribution aussi, peut-être plus la distribution générale que la distribution spécialisée. Le fait d'avoir des attitudes de service, ce n'est pas parce que je mets en place dans les grandes surfaces des caisses automatiques que je ne vais pas réallouer finalement le rôle de mes hôtes ou hôtesses de caisse sur du support en magasin. Ce qui est le cas aujourd'hui, qui font beaucoup de distributeurs. Parce que finalement, moi j'ai une expérience personnelle où j'étais la semaine dernière dans une grande surface, chercher une poêle à frire. Puis je regardais, je ne la trouvais pas, donc je dis bah, c'est pas grave, j'irai chez Darty l'acheter. Il y avait un gars qui passait dans le rayon qui me dit attendez, je vous ai entendu, en fait votre poêle, je vais vous aider à la trouver, elle n'est pas rangée là, elle est là, etc. Alors il y a quelques années encore, on était totalement seuls dans les rayons. Donc il y a de plus en plus une réhumanisation. Ça ne veut pas dire que parce qu'on met du numérique dans le magasin, parce qu'on met des caisses automatiques, parce qu'on met des tableaux digitaux, etc., ça ne veut pas dire qu'on ne rajoute pas de l'humain pour être en support de ce que l'on veut nouer comme relation avec les clients. Bon, les indicateurs clients, je pense qu'il y a des choses qui sont assez importantes. Notamment, on a beaucoup parlé du NPS. Alors moi, je ne suis pas favorable, je n'aime pas le NPS. Enfin, j'aime pas le NPS. Je pense que le NPS est un outil intelligent quand il est utilisé de manière assez détaillée. Mais un NPS de 20, ça peut refléter une entreprise qui a 60% d'avocats et 40% de détracteurs, de gens qui disent du mal d'elle, ou ça peut être également le reflet d'une boîte qui a 20% d'avocats et 80% de votre mou. Et pourtant, je finis à 20 dans les deux cas. Donc ça veut dire que le NPS, il doit être utilisé de manière assez fine pour vraiment comprendre. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que
certes, il y a des clients qui sont très contents, mais ceux-là, on a plein de techniques pour s'en occuper. On les fidélise, ils ont des cadeaux, ils ont des mails, ils ont des poids, ils ont plein de trucs. Et puis il y a tous ceux qui râlent. Et tous ceux qui râlent, finalement, on sait que paradoxalement, un client qui râle et dont on traite bien la demande sera beaucoup plus fidèle qu'un client fidèle. C'est-à-dire quand vous arrivez à rattraper un client, et ben à partir de là, le gars dit bon, au début ça allait pas, mais finalement ils s'en sont bien sortis, ils se sont bien occupés de moi. Là, vous allez avoir une vraie fidélité qui sera sans doute beaucoup plus durable qu'un client fidèle qui est attaché à la marque. Donc, moi, je suis plutôt favorable au CES, le Customer Effort Score. Le Customer Effort Score, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de manière assez simple, le client, il a une expérience, il a un parcours. Ce n'est pas juste un portefeuille qui rentre dans un magasin. Il vit plein de trucs avant, il vit plein de trucs après. Et il va considérer que dans toutes les interactions qu'il a avec l'entreprise, il y en a qui sont plus ou moins importantes. Dans l'exemple ferroviaire tout à l'heure, c'est important de pouvoir réserver, mais si mon expérience dans le train, elle est super, je m'en rappellerai plus. Donc je vais avoir un poids plus important pour moi, mais ce n'est pas forcément vrai pour d'autres, pour moi, sur telle ou telle étape, donc telle ou telle interaction. Et elle mesure la différence entre le niveau de complexité que le client anticipe sur cette interaction, Dieu que ça va être compliqué de réclamer, au bout d'un mois, ils ne m'auront pas répondu, avec la réalité vécue. Donc typiquement, ça va être compliqué de réclamer, je le mets à 5. Par contre, dans la réalité, c'est assez simple en fait. J'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu tout de suite et ils m'ont même remboursé. Je finis à 2. J'ai un écart de 3. Sur ce type de sujet, je vais plutôt avoir tendance à communiquer sur la simplicité. Si par contre, je pense que c'est très simple et que dans la réalité des faits, c'est très compliqué, là, je vais avoir tendance à investir plus pour simplifier les choses. Et ça, je vais le pondérer en fonction de l'importance que le client accorde à cette étape de l'interaction. Donc ça, c'est le Customer Effort Score. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça permet plus simplement de mesurer une satisfaction un peu globale, mais ça permet vraiment de dire c'est quoi qui est important pour le client, d'une part. D'autre part, ça réaligne tous les services de la boîte, parce qu'on va considérer que des interactions, j'en ai à tous les niveaux, et une interaction de qualité ou une interaction de mauvaise qualité, elle est la résultante de plein de choses. Et donc ça permet de réaligner tout le monde autour du client. Qui est un autre message qu'on verra tout à l'heure, qui est le fait de dire toutes les boîtes veulent être customer-centric. Alors dans les COMEX, des slides, il y en a, mais plein les COMEX. Et quand vous leur dites, moi je fais le jeu des 3 enveloppes, je leur dis, ouais, vous avez, ils ont 3 enveloppes, une enveloppe avec 60 €, une enveloppe avec 30, une enveloppe avec 10. Je leur dis, voilà, je distribue ça aux membres du COMEX. Je leur dis, ben, maintenant, vous allez me dire où est-ce que vous investissez votre argent. Puis après, on ramasse les enveloppes. Alors, soit tout le monde est aligné, ce qui n'est jamais le cas, soit, en gros, on est certes très customer-centric, mais n'empêche que tel machin, ça coûte super cher, donc il faudrait voir comment on pourrait standardiser les process pour éventuellement réduire les coûts. Donc, on est plutôt dans des problématiques d'amélioration de l'excellence opérationnelle de l'entreprise, plus que de développement de la relation client ou de développement d'ailleurs de l'offre. Et c'est un exercice qui est assez intéressant parce que ça permet en plus aux dirigeants de se rendre compte que leur COMEX n'est pas aligné. C'est le premier bénéfice. Puis après, nous, commercialement, ça nous aide aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. 5e sujet, c'est la présence sur les médias sociaux référents. Il faut y être. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Après, ce qu'il faut bien, c'est se dire, il faut être cohérent avec la promesse de marque. C'est-à-dire que mais c'est comme dans un magasin ou dans un call center ou même sur le produit lui-même, quoi. Selon votre positionnement, si vous êtes, je ne sais pas, constructeur automobile, bah, vous n'allez pas avoir la même promesse de marque si vous vous appelez Rolls, BMW, Audi, Renault ou Dacia. Et ça ne veut pas dire que le client ne reconnaît pas une valeur dans la relation qu'il a avec vous. Ça veut dire que la valeur qu'il reconnaît, elle est différente. Donc là, on est exactement sur le même sujet. 6e point, c'est de déporter de l'intelligence vers les canaux. La personne, le vendeur qui est en relation avec le client dans le magasin, il voit tous les jours. Et donc, il sait exactement comment est-ce que le client se comporte, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment est-ce qu'il réagit par rapport à une interaction, une stimulation qui a pu avoir lieu par mail ou par ailleurs. Et donc, il faut derrière qu'on soit en capacité d'outiller ces gens-là pour qu'ils aient la bonne information et qu'ils soient capables de bien interagir avec les clients. Mais ça se fait, sur le point de vente, ça se fait au moment de l'interaction. Ça ne se fait pas une semaine après. Et quand je parlais de temps réel tout à l'heure, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le dialogue client, il était assez décorrélé entre ce que je raconte sur le point de vente et puis ce que je vais raconter 2 semaines plus tard dans le cadre d'une campagne marketing, par exemple, que je fais sur la promotion d'un crédit IMO, d'un crédit conso. Si le vendeur, il a en face de lui un client qui lui dit « Moi, ce que je veux, c'est un crédit IMO, parce qu'à mon âge, typiquement 47 ans, on n'est plus censé investir dans la pierre, mais on peut divorcer, par exemple, et donc on peut revenir à des problématiques de jeunes. Si la semaine suivante, je reçois un message pour m'expliquer à quel point les crédits conso de telle marque, c'est super, moi, je m'en fous, ce n'est pas mon sujet. Donc, il y a un vrai sujet par rapport à ça.
Cross-canal interopérable et interruptible, j'en ai parlé. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on n'est plus dans du multicanal. Multicanal, c'était les années 2000, et c'était surtout des coûts extrêmement importants. Aujourd'hui, il faut arriver à intégrer tout ça. Et enfin, il faut réorienter les canaux sur la qualité du contact. Un vendeur qui ne vend pas n'est pas forcément un mauvais vendeur. Un vendeur qui satisfait son client, un vendeur qui via une tablette dans un magasin va récupérer de l'information sur une cliente, va récupérer ses goûts, va récupérer son adresse mail. Cette interaction-là, elle a de la valeur. Alors elle ne part peut-être pas du magasin avec le rouge à lèvres qu'on aurait voulu lui vendre, mais peut-être qu'elle l'achètera une autre fois. Par contre, on sait qui c'est et on va pouvoir commencer à l'animer. Donc la qualité de l'interaction, elle est clé. Donc il faut sortir de cette logique, notamment des centres d'appel où on mesure la durée moyenne de traitement. Et en gros, l'écran commence à clignoter en rouge pour le conseiller qui raccroche vite en disant « Non, non, c'est bon, le problème est résolu, je raccroche ». Qu'est-ce que ça va générer derrière? Ça va générer un nouvel appel du client qui n'est pas content, ça va coûter plus cher au final. Et personne ne sera content, ni le client, ni le conseiller. Donc on a des vrais enjeux de passer dans une logique de... Finalement, tous ces centres de services ne sont pas simplement des centres de coûts, parce qu'en plus c'est assez péjoratif de dire à un centre d'appel, vous êtes un centre de coûts, vous êtes un boulet pour l'entreprise, vous coûtez de l'argent. Par contre, le fait de dire vous êtes un centre d'activité, c'est-à-dire que vous contribuez à développer le business, voire même vous pouvez parfois vendre, ça a de la valeur. Les caractéristiques d'un dialogue, moi j'ai vraiment essayé de répondre pile poil à la question. On m'a dit, voilà, dialogue. Alors, il y a 5 caractéristiques sur un dialogue client réussi. Si tant est que ça marche, oui. Il doit être cohérent, il doit être pertinent, il doit être rapide, il doit être collaboratif, il doit être adaptable. Qu'est-ce que je mets derrière tout ça? Je vais tous vous les sortir, ce sera plus simple. Voilà. La notion de cohérence, on en a parlé tout à l'heure. Si je suis en interaction avec l'entreprise, quel que soit le canal, quand je pose une question, je vais avoir la même réponse. Je ne veux pas qu'on me dise « Ah oui, non mais en fait c'est un problème de conditions générales » ou « Ah non mais en fait vous n'avez pas bien compris, c'est pas du tout ce que vous avez acheté, etc. » Parce que je vais avoir tendance à rappeler, à aller re-râler en boutique, à éventuellement faire du buzz sur les médias sociaux. Donc il y a un vrai sujet de cohérence sur tous les canaux et sur tous les points de contact. Et derrière, ça pose évidemment toutes les problématiques de faire en sorte que les processus de mon dialogue soient interopérables et soient interruptibles. Lorsque je me connecte au site de ma banque le matin, à 8 heures, que je m'identifie et que je dis que mon problème, c'est un problème de crédit immobilier, mon conseiller client doit en être averti. Si j'appelle le call center à 9 heures, il doit savoir que je suis plutôt intéressé par l'immobilier, par le crédit conso. Quand je me reconnecte à mon site web à 10 heures, l'histoire qu'on va me raconter, c'est plus l'histoire générale du produit bancaire, c'est un zoom particulier sur l'immobilier. Et 2 jours plus tard, mon conseiller doit me rappeler pour me dire est-ce qu'on ne pourrait pas se voir pour en parler ensemble. Ça, c'est de la cohérence et c'est chaque canal capte de l'information, la passe au suivant et la stocke. Bon. Deuxième point, c'est la pertinence. Ça paraît du bon sens, mais c'est souvent pas le cas. Donc c'est la pertinence aux questions posées. Alors, si on pose une question sur tel sujet, bah, la réponse qu'on va avoir, elle doit concerner ce sujet-là. Et puis également, c'est le fait de capitaliser sur les informations connues du client pour pouvoir contextualiser et donc être encore plus pertinent dans la réponse qu'on apporte. Troisième sujet, c'est la rapidité. Alors cette rapidité, elle peut être fonction des canaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes face à un tweet, face à un message Facebook, qui sont en public ou en privé, face à un mail ou face à un appel téléphonique, évidemment. On peut avoir un traitement différencié des segments, par segment client. Je peux décider volontairement de mieux traiter tel segment plutôt que tel autre en termes de rapidité. Et je peux également avoir, en fonction du contexte de la demande, si j'ai perdu ma carte bancaire, je vais m'attendre à avoir une réaction d'entreprise plus rapide que sur d'autres thématiques, par exemple. Le quatrième sujet, c'est la notion de collaboratif. On est dans un dialogue. Le nombre d'entreprises considèrent que le client, c'est un truc pourvu qu'il n'appelle pas. À la limite, si on pouvait faire du business sans client, qu'est-ce que ça serait simple? Et en gros, ils ont peur du client. Le client qui interagit, il va forcément se passer quelque chose. Le client, en fait, c'est un partenaire et puis c'est également un avocat. Et puis également, il peut être de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il peut être du côté de la partie civile. Donc la notion de collaboration, c'est le fait de dire un dialogue, on doit engager le client dans le dialogue. On doit l'écouter. Il y a des je sais plus, je crois que c'est chez Zappos, qui a été la référence en termes de relations clients, notamment via les call centers, puisque c'est les seuls qui, à l'époque milieu des années 2000, ne croyaient pas, enfin, on dit, nous, en fait, on n'est pas du tout web, nous, on mise tous sur le call center. Et donc, il y avait des appels qui duraient 6 heures. Il y avait des grands-mères qui appelaient pour acheter des chaussures à leur fille. Et le gars, il avait 6 heures la grand-mère au téléphone. Alors, évidemment, c'est toujours les exemples qu'on vous sort dans les bouquins, bien sûr. Mais il y avait une vraie volonté de créer un lien de proximité avec ses clients via de la relation humaine. D'ailleurs, quand ils ont déménagé, me semble-t-il,
Enfin, à un moment donné, ils ont déménagé, il y a eu 80% du staff qui les a suivis. Alors que la boîte était encore jeune, elle avait 2 ou 3 ans d'existence avant de se faire racheter, évidemment. Il y a la notion de dialogue constructif, il y a la notion de reconnaissance, il y a la notion de feedback utile et valorisé. C'est-à-dire que le client, quand il vous parle et quand il entre en dialogue, il a envie que ce qu'il vous raconte, ça aboutisse à quelque chose derrière. Et il n'y a rien de pire, et c'est le 5e point, que le côté discours corporate, parce qu'on a le script. Et le script, il est vrai dans le magasin, mais il est vrai dans le centre d'appel, il est vrai sur les médias sociaux. Il faut s'adapter au client. Donc tout ce qui est logique de hard selling, je pense que c'est terminé. On est de plus en plus dans du service, on est de plus en plus dans de l'attention. La vente n'est plus une fin en soi pour un canal donné. La vente est une fin en soi pour l'entreprise. Mais par contre, elle prend des formes tellement variées que la capacité de vendre, elle peut se faire sur n'importe quel canal, on ne sait jamais quand. Donc ça veut dire que l'entreprise doit être en capacité de ne pas forcément vouloir vendre des choses, mais de mécaniquement faire du service, parce que la vente peut se faire naturellement. Je discutais il n'y a pas longtemps avec le patron d'une boîte du Nord qui vend du matériel de bureau. Alors, ce n'est pas Staples, ce n'est pas JM Bruno, dont vous trouverez le 3e. Et il me disait, en 3-4 ans, on est passé peut-être de 20-25% de ventes sur nos centres d'appel à 5%. Et on a toujours autant d'appels. Par contre, on a totalement modifié la manière de gérer nos conseillers en leur disant, vous faites du service, et vous ne faites plus de vente, enfin vous ne faites plus de vente, ils ont le droit d'en faire évidemment, mais on ne va pas vous évaluer comme étant mauvais si vous ne vendez pas. Et d'autre part, on va arrêter la notion de DMT, parce qu'on veut que vous passiez du temps avec les clients et que vous répondez à leurs demandes. Et dès qu'on met en place des problématiques de DMT, alors évidemment il faut le mesurer, il faut le tester avant, on est quand même dans des logiques où plus vite on raccroche et mieux on se porte. Les tendances, un peu qui se confirment, ce que j'appellerais les do's and don'ts, il y a un vrai sujet sur la formation de l'humain en matière de relations clients. On est passé du renseignement à information assez simple au conseil à valeur ajoutée. Les salaires, souvent, n'ont pas suivi. Donc on a aujourd'hui une décorrélation assez forte entre les niveaux de compétences que le client est en droit d'attendre des gens avec qui il est en relation. Et quand je parle de gens, je parle de community manager sur un média social ou je parle d'un vendeur dans une boutique. Pour moi, c'est de l'humain derrière. Et en fait, la capacité que ces gens-là ont de bien répondre à la demande. Vous partez en vacances en Inde, la probabilité pour que dans l'agence de voyage, même au sein d'une grande chaîne, que vous allez consulter, donc la probabilité pour que la personne, le conseiller voyage que vous avez consulté ait la réponse à votre question, elle est nulle. Parce que vous avez passé 2 week-ends avec votre époux, votre épouse, votre concubin, votre conjoint, etc., à préparer votre voyage. Et la question que vous avez, c'est à Jaipur, j'ai plutôt intérêt à prendre l'hôtel A ou l'hôtel B parce que par rapport à la gare, vous allez arriver dans l'agence et l'agence, déjà, il va déjà chercher Jaipur pour savoir où ça se trouve. Donc, il y a un vrai sujet en termes de conseil et aujourd'hui, ce problème-là, il n'est pas résolu. Les technologies peuvent aider à le résoudre via des approches communautaires, via le fait de dire je mets en relation dans un dialogue tripartite le client avec son conseiller, avec l'expert d'un sujet. C'est vrai dans le voyage, ça peut être vrai dans la banque, sur la gestion patrimoniale, ça peut être vrai dans plein d'activités ou dans l'assurance par exemple. Il y a une vraie problématique autour de ça. C'est que le client arrive avec des questions de plus en plus précises et il veut des réponses extrêmement précises. Et donc ça oblige totalement à revoir le modèle de formation des conseillers que l'on va trouver en contact client et en dialogue client. Deuxième point, on en a parlé, c'est la nécessité de cohérence dans le dialogue. Et il faut qu'ils se nourrissent les uns les autres. Le troisième sujet, c'est l'interopérabilité des processus clients sur tous les canaux de contact. Faire du cross-canal dans le dialogue, ça veut dire qu'il faut énormément intégrer les canaux et ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que dans les années 90, je vous rappelle, quand le web s'est créé, en fait, c'était un silo dans l'entreprise. Parce que d'abord, les gens qui faisaient de l'Internet, il n'y en avait pas beaucoup. Ils étaient très, très différents des autres. Puis alors, les clients qui achetaient via Internet, ils étaient aussi très, très différents des autres. Donc le temps Internet n'était pas le même, les produits Internet n'étaient pas le même. Internet lui-même n'était pas un canal, mais c'était un espèce de truc. Et donc on a eu pendant très longtemps des oppositions. Rappelez-vous de voyagesncf.com lancé en 2000, quand vous alliez retirer au guichet un billet qui avait été réservé sur le site. On vous disait, ah non, mais moi, c'est pas moi qui l'ai fait, je ne peux pas vous le faire. Rappelez-vous Fnac.com et la concurrence avec les magasins. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des choses qui sont beaucoup plus intégrées. Donc toute cette approche de silo, elle a construit des canaux qui ne se causent pas entre eux. Je ne parle pas de l'exemple bancaire où on a construit ça sur des systèmes legacy relativement anciens. Et donc aujourd'hui, un des gros enjeux des entreprises, pour arriver à réinstaurer cette cohérence, cette pertinence du dialogue, c'est d'arriver à intégrer tout ça.
C'est de faire en sorte qu'une information qui est captée à un endroit donné, on va la retrouver partout et que le client peut passer d'un canal à un autre de manière assez transparente sans perdre le fil de son dialogue. Derrière le social, il y a l'humain. Tous les canaux d'interaction nécessitent d'être animés. Moi, j'aime bien la notion de community manager dont on ne revoit pas systématiquement tout ce qu'il va écrire. Alors certes, ça oblige à former les équipes. Les banques aujourd'hui sont en train de faire basculer progressivement une partie de leurs opérateurs de centres d'appel vers les médias sociaux. Mais ce n'est pas pareil de parler et d'écrire. Parce que quand on écrit, d'abord, on fait des fautes d'orthographe, on n'a pas forcément les bonnes tournures, et c'est beaucoup plus engageant. Si au téléphone, je vous dis bien sûr, il n'y a pas de souci, la remise, on vous l'a fait, qu'après vous ne l'avez pas, si je vous l'écris, bah vous me direz, attendez, vous me l'aviez écrit là. Donc il y a un vrai enjeu juridique derrière. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer les populations et les former également, parce que c'est des nouveaux médias sur lesquels les entreprises ne sont pas forcément toujours très agiles. Il y a un très fort impact au sein même des organisations, parce que pour moi, faire du dialogue cohérent en externe, ça commence d'abord par le fait de le faire en interne. Ça passe par des réseaux sur entreprise, ça passe par l'animation de communautés de collaborateurs, mais ça, je pense que Marianne m'a très bien parlé tout à l'heure, et c'était exactement le sujet, sachant qu'on ne s'était pas calé avant. Et puis, le digital reste au service du dialogue. C'est-à-dire que les nouvelles technos, finalement, il y a un effet de levier, il y a une opportunité pour transformer le dialogue. Il faut plus le voir comme ça, comme étant une contrainte ou c'est un enabler. Grâce à la techno, grâce aux médias sociaux, grâce aux nouveaux devices, grâce à la mobilité, etc., grâce aux objets connectés demain, je vais pouvoir faire plus de choses. Ça m'oblige en tant qu'entreprise à m'adapter, parce que le client, de toute façon, il s'adapte plus vite que moi. Et lui, il est beaucoup plus en capacité de s'adapter qu'une entreprise qui n'est pas un acteur individuel, et qui est en fait un groupe d'acteurs qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Je terminerai juste par quelques exemples, je suis un tout petit peu en retard, quelques exemples qui me paraissaient intéressants. Alors il y avait la réconciliation, on va dire, dans le dialogue client du digital et du réseau physique. C'est le projet Communauté Fnac qu'on a mené avec eux, où en fait on s'est dit, quand je prends un vendeur Fnac, les gens ont confiance dans un vendeur Fnac. Ce n'est pas un vendeur, c'est un conseiller. Et vous avez beaucoup de communautés d'intérêt à la Fnac. Vous avez les gens qui aiment bien la BD, la musique classique, la photo, etc. On va retrouver les mangas. Et en fait, on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on donne à un vendeur qui est expert, à Gérard, qui est à la Fnac Saint-Lazare sur telle thématique, comment est-ce que je lui donne une aura nationale? Et donc, on les a sortis des magasins, une journée par semaine, et ils animent en fait des espaces communautaires. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que d'abord, ça permet de réconcilier le web. Ce n'est pas le web qui vient dans le magasin pour une fois, c'est le magasin qui descend sur Internet. Ça, c'est le premier message. Deuxièmement, ça démontre qu'il y a de la vraie synergie entre les canaux. Troisièmement, au plan business, on voit des taux de transformation qui sont en général plus élevés pour les clients qui sont passés par ces espaces communautaires que par d'autres. KLM Surprise, c'est une expérimentation qu'ils ont faite qui était assez amusante. En fait, il y avait une équipe qui était basée à l'aéroport avec plein de cadeaux. Et en fait, ils suivaient en temps réel les tweets et les médias sociaux des gens qui allaient embarquer. Donc typiquement, il y avait un gars qui allait embarquer sur un Paris-Buenos Aires et qui disait qu'en fait, il tweetait qu'il partait sur un projet humanitaire. Et en gros, en temps réel, il scannait tout ça, il sélectionnait le client et ils allaient lui offrir un cadeau qui était en rapport avec le voyage qu'il allait faire. Donc alors ça pouvait être des guides, ça pouvait être un chèque, ça pouvait être plein de choses, un ballon de foot s'il allait voir une coupe, etc. Et en fait, c'était assez... Alors au départ, ils se sont posés beaucoup de questions sur le côté intrusif. Vous me fliquez. Et en fait, les retours étaient plutôt positifs. C'est-à-dire qu'à la limite, le client considère que dans la mesure où il communique sur la sphère publique, l'entreprise a le droit d'entrer en dialogue avec lui. Et elle commence à reprendre progressivement la main. Imagine TGV, donc ça c'est un peu comme un blog, on va dire, où en fait les clients vont proposer de nouvelles idées d'amélioration, par exemple des services, et donc ils vont dialoguer avec des cheminots sur ce site. Et puis Best Buy, qui est une initiative américaine, où en fait c'est directement les vendeurs dans les rayons qui répondent aux tweets des clients. Donc plutôt que de dire j'ai une équipe de community management centrale qui répond à tout, bah, tous les collaborateurs, quand ils voient passer un truc qui les concerne, ont le droit d'interagir avec le client. Et ça recrée en fait du lien en mettant des médias digitaux au service de l'humain directement dans les magasins. Et je terminerai juste sur la notion de rapidité, c'est juste quelques chiffres que je trouvais intéressants. À gauche, c'est les délais acceptables de réponse en 2012 sur les différents canaux. C'est une étude de Diabolocom qui date de 2013. Et à droite, c'est la réponse effective, en fait. Donc, en gros, sur le téléphone, vous avez 34% des Français qui déclarent qu'ils attendent trop longtemps au téléphone, et vous avez 62% des boîtes qui décrochent en plus de 30 secondes. En email, il y a 77% des Français considèrent qu'ils doivent avoir une réponse en 24 heures, et vous avez 49% des boîtes qui répondent en plus de 30 heures. Bon, après, je ne descends pas en dessous parce que c'est de pire en pire. Dès qu'on est sur des médias plus chauds, Facebook, c'est 4 heures pour une réponse pour 70% des Français. Et en gros, c'est 26 heures le temps moyen que les boîtes mettent pour y répondre. Et sur les tweets, il y a la moitié qui disent qu'ils veulent une réponse en 2 heures. Le chiffre est américain.
6 heures, c'est le temps moyen que les entreprises américaines mettent pour y répondre. Voilà ce que j'avais à vous raconter.